J'avais beau écarquiller les yeux, je ne parvenais pas à me réveiller. J'étais là, plantée au beau milieu de la réalité, comme enfermée dans du coton invisible. L'intérieur de la tête comme un poisson mort. Je restais là comme une imbécile, le cerveau bloqué, en mode sidération. Je regardais les autres filles, comme sur une photo floue ou en noir et blanc. Une photo dont j'aurais été absente, effacée, déjà. Là, sur ce trottoir du tribunal de commerce. Et dans ma tête, repassait en accéléré toutes ces années, comme dans les mauvais films à l'instant où le héros meurt. La sortie du lycée, la peur des premières semaines, la main qui tâtonne, les monitrices, le chrono, le samedi soir au bal. Premier amoureux, première rupture. Les filles qui m'avaient acheté un rouge à lèvres avec écrit sur le papier cadeau « Un de perdu, 10 de retrouvé ». Le bal des Catherinettes. Lui, avec ses yeux bleus. Les fiançailles, le mariage, les filles qui s'étaient cotisées pour m'offrir ce gaufrier avec un gros nœud rouge autour. Bon, le vendredi après-midi, j'avais payé mon coup à l'atelier. On était toutes pompettes. La naissance de mon premier, la fausse couche ensuite, et puis ma deuxième. Bon, et la petite troisième qu'on n'attendait pas. La course du matin. Lever, petit déjeuner, habillage de la tribu, voiture, déposer les enfants, garderie, école, nounou, les activités du mercredi, les courses, les repas, le ménage, leur passage, les devoirs, les matins de neige dans la nuit noire, la voiture qui ne veut pas démarrer, les filles qui frappent doucement à la porte des WC où je me suis endormie. Tout doucement, hein, pour que le chef n'entende pas. La cigarette, vite tirée dans le froid de l'escalier en béton. Les épaules, toutes raides, relevées à la fin de la journée, comme une bosse là, qui me pousserait là. Les anniversaires, les baptêmes des enfants, le baccalauréat, la maladie de Sophie, et nous toutes, autour de son lit à l'hôpital. On pensait entrer pour 2-3 ans. Entre nous, on se disait 2-3 ans, hein? Ah non, pas plus, hein? Ah non, là, je te jure. Hein. On était des follettes. On voulait gagner de l'argent rapidement, s'acheter des choses, faire la fête le samedi soir. À l'époque, la boîte embauchait les filles, mais par poignée. On avait 16 ans, 17 ans, à peine un CAP en poche, mais on s'en fichait. C'était pour 2 ou 3 ans, puis après, bah, on verrait. Et nous voilà. Ça a duré toutes nos vies. Et au fur et à mesure que les années ont passé, on a fait comme les autres. On a serré les fesses. On a baissé la tête en espérant passer à travers les gouttes. En espérant ne pas faire partie de la prochaine charrette. Jusqu'à ce matin-là, ce trottoir devant le tribunal. Cette fois, on en était de la charrette. À notre tour. Le coup de massue dans le pire des scénarios pour ces femmes. Le tribunal de commerce de Lyon a retenu le projet qui prévoit la fermeture définitive de leur site à Yssingeaux. Société créée il y a 80 ans, a employé jusqu'à 1100 personnes dans 8 usines en France. La décision est tombée et malheureusement c'est le La production sera délocalisée à l'étranger. Un crève-cœur pour ces ouvrières de Lojabi se relaient pour occuper le site en permanence. Hier matin, elles ont même bloqué le camion de livraison. Elle va plus être la même pour moi. Pas question pour les salariés de Lojabi de rendre les alarmes. Et on arrive maintenant quoi? Rien du tout. On nous met un coup de pied au cul, c'est tout. De Dieu, jusqu'au dernier morceau, on gardera. On y fout le feu, on fait ce qu'on veut. Mais on leur laisse pas.
comme un énorme coup sur la tête, à nous laisser assommer comme des poissons morts. On était là, on ne disait rien. On était toutes là, avec nos têtes de vaincus. Vaincus de la vie, vaincus de la fatalité, vaincus de l'économie mondiale, vaincus de tout. Pas nés au bon endroit, pas nés dans les bons draps. Nos têtes de vaincus de toute éternité. Et puis soudain, il y en a une qui s'est mise à crier. On est quoi là? On est des serpillères? C'était Anto qui criait. C'est ça qu'on est, hein? On est des serpillères! Ça m'a fait drôle de l'entendre comme ça. Anto, c'était une monitrice. Une qui avait de l'autorité. Plutôt sévère en temps normal. Juste, mais sévère. Et jamais un mot au-dessus de l'autre. Alors, de l'entendre comme ça, c'était drôle. Rien qu'un tas de vieilles serpillères, trouées, usagées, c'est ça? Et on voyait bien qu'elle avait les larmes au bord des yeux. Malgré tout, ça me faisait drôle. Maintenant qu'on s'est bien usé, qu'on y a laissé nos vies, allez hop! À la poubelle! Ah, ça nous a comme réveillés. C'était des mots qui me remontaient de très loin. Une colère que je ne me connaissais pas. Que j'aurais eu tapis là, et qui attendait son heure. Alors, je me suis mise à crier un petit peu moi aussi. Comme pour essayer ma voix. Merde! C'est vrai ça! Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, au début, j'osais pas trop. Enfoirés! Bande d'enfoirés! Toute notre vie, on a trimé pour vous! Qu'est-ce que vous savez ce qu'on en fait, profiteurs de votre rentabilité à 2 chiffres? CRS! SS! Il n'y a pas de CRS? Ouais, bah t'occupes, Géraldine. Tiens, bah, elle est belle la relance, hein, elle est belle la France. Vous savez où on se les met, vos dividendes? Plus rien à perdre. C'était presque comme une libération. Après toutes ces semaines de peur et d'attente... Ah bah d'un coup, on était sortis du flou. C'était même très net. Et c'est là qu'on a décidé. On va pas se laisser faire, les filles, hein? Ça va pas se passer comme ça. Il y a eu un silence. On s'est toutes regardées. Moi, je pensais, c'est bien joli tout ça, mais comment on fait? On se sentait toutes très fortes et très bêtes à la fois. Et c'est là que Josie a dit... Alors, la première chose, c'est qu'il faut qu'on reste ensemble. Surtout, il ne faut pas se séparer. On pensait aux plus fragiles, à celles qui allaient se retrouver seules chez elles, parfois avec des enfants à charge, et le grand vide devant désormais. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un après un coup pareil. Alors on a décidé de se retrouver tous les jours à l'atelier. Tous les matins. Comme si on allait travailler. Pour réfléchir, pour discuter, pour résister. Tout ensemble. Tout ensemble, tout ensemble, hey! Tout ensemble, tout ensemble, hey! Des sortes d'âgés, quoi. Les assemblées générales. Et on a dit aux quelques journalistes qui étaient là, on est peut-être des petites bonnes femmes de rien du tout, mais on se laissera pas faire. À partir de maintenant, on occupe l'usine, jour et nuit s'il le faut. On campera au milieu des machines, on fera la grève de la faim s'il le faut. Bon, alors moi, occuper l'usine, ça me dérangeait pas. Jour et nuit s'il le fallait, mais alors, la grève de la faim... C'était pour les journalistes qu'on disait ça. On savait ce qu'ils voulaient, les journalistes. C'était du sensationnel, du piquant. On savait que si on leur donnait ce qu'ils voulaient, ils parleraient de nous. On savait que c'était donnant-donnant avec eux. On savait que si on avait les journalistes avec nous, on aurait les juges, les tribunaux, les politiques, le président de la République. On aurait le pays tout entier avec nous. Parce que le pouvoir, ce sont les journalistes. Bref, on a fait nos putes ouvrières, comme je dis. Pas plus que tous ceux qui passent à la télé, hein. Ouais, puis nous, c'était pour la bonne cause. La bonne cause! La bonne cause! Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Comme ça qu'on a décidé de se battre. Et comme je dis toujours, celui qui lutte, il n'est pas sûr de perdre. Non. Celui qui lutte, il est sûr de ne pas perdre. Non. Il n'est pas sûr de gagner. Voilà. Mais celui qui ne lutte pas, lui, il est sûr de perdre. Ah voilà! C'est ça que je dis toujours.
Solène, tu viens? Oh, mais laisse-la tranquille, la petite, là. Ah non, on va la chercher. Solène! Solène! Solène? J'ai glissé au fond de l'eau. Il a suffi d'une simple petite poussée et je me suis mise à glisser, doucement. Ce n'était pas désagréable, presque un soulagement. Et tout en glissant, je me suis dit ça y est, j'y suis. Je nageais en haute mer depuis si longtemps. Est-ce que c'est cela, nager? On ne peut même pas dire que j'avançais. Disons que je me maintenais à la surface. Je bougeais mes bras, mes pieds, mes mains, mes jambes, des petits mouvements continus, assez pour me maintenir à la surface. Et c'était déjà beaucoup. Ramener à ma petite échelle, des années et des années de petits mouvements continus. Ma peau, au fil des ans, était devenue blanche et molle, boursouflée et lisse à la fois. Regarde mes mains, mes doigts, le bout de mes doigts, mes pieds aussi un peu, surtout le droit, mon dos. Ma colonne vertébrale prend l'allure d'une longue arête torve, de celle que les serveurs habillés de noir dénudent dans les grands restaurants, avec des gestes sûrs et polis. Enfin, c'est ce qu'ils en montrent à la télé. Et je suppose que c'est vrai. Il n'y aurait aucune raison, je suppose, de mentir sur le dénudement des arêtes centrales des poissons luxueux de grands restaurants. Même si je suppose qu'il doit y avoir un brin d'exagération dans la perfection de cette image. Parce qu'il arrive, je suppose, que le serveur habillé de noir arbore en réalité un visage rouge et transpirant. Parce que c'est un dur métier que le sien, c'est certain. Un de ces beaux et durs métiers du luxe, c'est certain. Après, ça dépend de quel côté du luxe on se situe. Du côté des machines et des cuisines, ou du côté des salles à nappes blanches et des filets de couture. Je glisse. Et me voici petite sirène, à l'envers. Je me transforme doucement en poisson. Et bientôt, une longue queue d'écailles poussera en bas de mon dos. Je chante parfois, dans le secret de mes profondeurs. Je ne connais pas les airs savants. Je chante des chansonnettes, des choses légères et peu sérieuses. J'irai où tout s'efface, l'océan qui m'enlace. Je coulerai doucement, libre à jamais. Je modifie les paroles. Je les adapte à ma vie sous-marine, dans le secret de mes profondeurs. C'est un air beau et grave. Et que personne n'entend. Je glisse et rien n'arrête ma lente plongée. Les océans anonymes n'ont pas de fond. Je glisse doucement, mais debout et bien droite, je glisse. Dignement, je glisse. Certaines de mes sœurs prétendent qu'il y a du bon à toucher le fond. Car, disent-elles, il suffit d'exercer une légère petite poussée du bout de sa queue d'écaille pour repartir dans l'autre sens et remonter. Je sais bien, moi, que c'est faux, que ce ne sont là que des contes, des mensonges qu'on raconte aux petites sirènes pour qu'elles s'endorment. Je sais bien, moi, que ce n'est qu'une infinie glissade dans l'océan. Tu n'avances pas, tu surnages. Et un jour, tu t'enfonces. Il suffit d'une simple petite poussée exercée du haut vers le bas. Une simple poussée sur ta tête. Et tu descends doucement. Et un soir, quand tu ne vois plus rien, tu ouvres grand la bouche. Et tu aspires à plein poumon le grand liquide noir. Tu perds tes contours. Tu te dissous dans l'eau salée. Et ce jour-là, happé dans l'immensité noire, tu deviens océan.
S'ils ne veulent toujours rien entendre, on n'a qu'à mettre le feu aux machines. Oh, on n'avait dit pas d'action violente. Oh, Parce que ce qu'ils nous font subir, ça n'est pas violent peut-être. On était tout un peu à cran. Rien n'avançait et on ne savait plus trop par quel bout prendre tout ça. Heureusement qu'il y avait les délégués qui s'y connaissaient un peu. Mais bon, même entre elles, elles n'étaient pas souvent d'accord. Et puis au fond, c'était juste des ouvrières, comme nous. Oh, ben, la violence, c'est toujours mal vu, les gens n'aiment pas. Et puis à part des femmes en plus, c'est pire. Et pourquoi les femmes n'auraient pas le droit d'être violentes? Je dis pas qu'elles n'ont pas le droit, je dis simplement que pour la plupart des gens, c'est choquant. Ah bah toi, on peut pas dire que t'es une violente, ça c'est sûr. Une seule fois je t'ai vue, c'était avec le petit Guy, ce chef d'atelier qu'on avait eu pendant 12 ans. Ce qu'on appelle un petit chef, un mauvais. Sûr qu'il se vengeait de sa femme sur nous. Ah, celle-là, on l'avait vue une fois, on avait tout compris. Hein. Mais bon, en vrai, on riait pas tous les jours. Hein. Il savait appuyer là où ça faisait mal. Il s'en était pris à Solène, à son retour de maternité. Allez savoir pourquoi il s'en prenait toujours aux filles enceintes, à croire que ça l'indisposait. Et après leur retour de congé, c'était pire. Déjà qu'on est triste de reprendre le travail, mais avec lui, c'était terrible. Ah oui, terrible. Hein. Cette gamine, brillante, d'à peine 17 ans, qui avait été obligée d'arrêter ses études pour s'occuper de son fils Jonas. Tout ça parce que ses parents l'avaient fichu dehors. Avec en plus le petit Guy qui s'acharnait sur elle. Ouais, c'était terrible. j'aime pas les femmes enceintes. Oh, c'est ça, maman qui n'avait pas dû l'aimer assez. Normal, hein, vilain comme il était. Ou sa femme, qui avait dû le tyranniser encore plus dans ces moments-là. Ouais, ben, il faut dire qu'il y en a que ça rembargeasse. Hein. Soudain, comme si tout leur était dû, hein. Comme si elles étaient devenues les 5e merveilles du monde. Une vraie teigne. Le pire, ce sont celles qui allaitent. Elles se prennent pour des vaches sacrées. J'avais décidé de continuer à allaiter. Les filles m'avaient dit qu'à la reprise, il valait mieux le sevrer, mais j'en avais pas eu le cœur. Une fille m'avait prêté son tire-lait. Et j'avais été demander des pauses. Bah, tu as droit, hein, c'est légal. Hein. J'avais été trouver Monsieur Guy, mais sur les conseils de la déléguée. Hein. Toute seule, je n'aurais pas pu. Oh, ce matin-là, marchant entre les machines vers le bureau du chef, on aurait dit une coupable allant au tribunal. Le bureau du chef, c'est un bureau vitré. On n'entend pas bien, mais on voit tout. Solène est entrée. On voyait que ça chauffait, le petit teigneux agitait ses bras dans tous les sens. Solène baissait la tête. Elle a bien essayé de parler au début, mais il ne lui laissait pas en placer une. Vous vous croyez tous les droits Avoir un enfant, ce n'est pas une maladie que je sache. Hein. Êtes-vous malade, mademoiselle? Non, vous n'êtes pas malade. Alors, je ne vais pas faire un régime spécial pour vous. Hein. Un régime spécial parturiente. Et pourquoi pas une crèche tant que vous y êtes? Pourtant, elle ne demandait rien d'autre que les pauses légales. Vous vous croyez dans une laiterie ou dans une crèmerie? Êtes-vous une vache, mademoiselle? Ah bah non, vous n'êtes pas une vache que je sache. Solène a bien tenté d'argumenter que c'était la loi. Ah, les textes, la loi. Ah, la bon dos, la loi, quand elle vous arrange, hein. C'est la loi qui vous oblige à faire des enfants, peut-être. Et l'intérêt de l'entreprise, vous y avez pensé? Non, bien sûr. Le jour où vous vous retrouverez en faillite, à cause de toutes celles dans votre genre, et que vous serez au chômage, vous aurez tout le temps d'en faire, des gamins, croyez-moi. Vous pouvez même passer votre vie à les allaiter si ça vous chante. C'est ça que vous voulez? Vous n'avez pas à faire porter à l'entreprise le poids de votre vie privée. Non mais vous vous rendez compte? Vous traire ici, dans cet atelier, non mais c'est dégoûtant. Sans compter que vous risquez de tacher les tissus. Les dentelles, la soie, c'est fragile. On ne fabrique pas des soutiens-gorge d'allaitement ici, mademoiselle. Non, non, non. Nous fabriquons du luxe et du rêve. Et on ne fabrique pas du rêve avec de l'allaitement. Il n'a pas dit ça exactement comme ça. Mais là, c'est un petit peu exagéré. Bah, s'il ne l'a pas dit, il le pensait très fort.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était très violent. À travers les vitres, on voyait que Solène pleurait. Ça semblait l'exciter encore plus. Il était tout rouge et agité, on aurait dit un fou. Toutes les machines s'étaient arrêtées dans l'usine. On n'entendait plus un bruit. C'était bizarre ce silence. C'est tellement bruyant en temps normal. Mais là, soudain, ce silence. Et au milieu du silence, les glapissements du petit Guy et ses mains qui s'agitent dans tous les sens. Et soudain, Josie se redresse. Oh, elle est immense soudain. Elle respire très lentement et profondément. Elle avance calmement entre les tables. Nous, on a les yeux fixés sur elle, on retient notre souffle. Elle va jusqu'à la porte du bureau. Elle ne frappe pas, elle ne demande pas l'autorisation. Elle entre. Elle ne dit pas bonjour, elle ne dit pas excusez-moi, monsieur Guy. Elle va droit jusqu'au petit Guy qui s'arrête, net dans son vomi de mots. Il la fixe sans bouger. Nous, on a l'impression que sa tête se vide de son sang. Elle s'arrête à quelques centimètres de lui, elle se penche au-dessus de lui. Nous, on a l'impression qu'il est en train de rapetisser, comme dans les dessins animés. Et là, on entend toutes parfaitement, distinctement ce qu'elle dit. C'est légal, c'est tout, c'est son droit. Et puis elle est restée là, sans bouger, juste devant moi. Je ne voyais même plus Monsieur Guy. Je ne voyais que son doigt à elle, immense, et elle répète. C'est son droit. Oui. Bah c'est tout. Mais... Elle ne lui laisse pas le temps de finir. Elle se penche encore plus sur lui, comme si elle voulait l'embrasser. Il manque de tomber en arrière, elle le rattrape par le bras. Il grimace parce qu'elle doit le serrer fort. Et elle lui murmure quelque chose à l'oreille, si bas que personne n'entend. Puis, elle se tourne vers Solène. Retourne à ta machine. Tu iras faire ce que tu as à faire dans les vestiaires. C'est ton droit, c'est la loi. Et puis elle m'a raccompagnée jusqu'à ma table. Je tremblais de partout. Je pouvais à peine marcher. Je ne voyais plus rien tellement je pleurais. Elle m'a tendu un mouchoir et elle est retournée à sa place. On a repris le boulot, comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, le cœur cognait comme un tambour. Au bout d'un moment, petit Guy, le mauvais, a crié à Josie. Vous m'avez menacée? Madame Pétinon, c'est à vous que je m'adresse. Vous m'avez menacée. Mais c'est une faute lourde, hein, punie par la loi. Josie a continué à coudre. Elle n'a même pas arrêté sa machine pour lui répondre. Personne ici peut dire que je vous ai menacé. En revanche, tout le monde peut témoigner de la façon dont vous vous êtes adressé à Solène. Personne n'a levé la tête. On n'entendait plus que le bruit des machines. Après ça, on a pensé que Josie serait embêtée par Petit Guy, mais pas du tout. À partir de ce jour, il a juste fait comme si elle et Solène n'existaient pas. On a eu la paix. Une paix royale. Cette histoire, ça a été une victoire pour nous toutes. La seule en 30 ans. Sinon rien. Même quand on avait voulu faire la grève pour les primes, même là, on n'a pas tenu. C'était l'obsession de Josie, ça, hein. L'augmentation des primes pour compenser le SMIC. Seulement, on était si mal payés qu'une grève, ça nous coûtait plus que n'importe quelle augmentation de primes sur un an. Alors, forcément, ça fait réfléchir. Oh, mais c'est une question de dignité. Oh, la dignité, tu parles. Eh, regarde-nous tout autant qu'on est, avec nos blouses et nos machines. Ce jour-là, avec le petit Guy, c'était de la dignité. Oh, non, ce jour-là, c'est le respect du droit. C'est tout. N'empêche, tu as gagné. Et ce jour-là, on a toutes gagné avec toi. J'aurais été moins costaude, ça aurait été différent. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, je veux dire que c'était pas très glorieux. Et eux? Tu crois qu'ils se gênent, là, les petits chefs, les patrons, les actionnaires, tous ceux qui s'engraissent sur notre dos? Marche ou crève, au fouet, comme des esclaves. On n'est pas des esclaves, on est payés. Mais on est des esclaves. On avance avec la peur du bâton. On reçoit juste de quoi ne pas crever. Avec de moins en moins de droits, hein, sauf celui de fermer nos gueules. Et tout ça pour être jeté du jour au lendemain par des gens qui connaissent même pas nos noms. T'appelles ça comment, toi? La boîte avait des difficultés. Bah c'est pas avec nos SMIC qui se sont ruinés, hein.
Ça n'allait plus depuis des mois. Même nous, on le voyait. Quand ils veulent fermer ou délocaliser une usine, ils fichent exprès le travail en l'air. C'est bien connu. Et puis après, ils viennent dire aux tribunaux, vous voyez, c'est plus rentable, on est obligé de fermer. Combien de temps il faut pour faire un soutien-gorge, si on met toutes les étapes bout à bout? Vous avez déjà réfléchi à ça? 9 minutes 30. J'ai calculé. J'aime bien calculer. Ça m'occupe quand mes main s'activent. Et combien coûte un de nos soutiens-gorge en moyenne dans le commerce? 50 €? Et encore, de l'entrée de gamme. Et combien le salaire de l'heure? 9,40 €. 7,37 €. Elle parle en brut. Oui, ben j'ai jamais rien compris à ça. Ce que tu es payé, c'est 9,40 €, mais ce que tu touches, c'est 7,37 €. C'est bien ce que je dis. La différence, tu la touches quand même, mais autrement. À travers la sécurité sociale, la médecine du travail, et puis ta retraite. Ça me fait une belle jambe. Et ça fait combien de soutien-gorge à l'heure du coup? 6. Comprends pas? 9 minutes 30. C'est le temps qu'il faut pour faire un soutien-gorge. Ça équivaut à un 6e d'heure. Un peu moins. Ça fait une variable de 3 minutes en 1 heure. Bah, 3 minutes, c'est pas rien. On s'en fout. C'est pour la démonstration. Ah, bah, le patron, lui, s'en fout pas, hein. Pour lui, 1 minute, c'est 1 minute. Rendement, chrono, rentabilité. Bah, c'est pour ça qu'on est des ouvrières, hein, et pas des patrons, du coup. On est des salariés, pas des ouvrières. J'aime pas ce mot. Bah, c'est pas pour rien. On aime certains mots, puis pas d'autres. Oui, ouvrier, ça sonne vieux. Et puis c'est pas joli. Ce sont des trucs qu'on t'a mis dans la tête. On fait croire aux gens que c'est un mot moche. Un mot du passé. Et on gomme le mot. Et en gommant le mot, on gomme sa réalité. Et plus d'ouvriers, plus de lutte des classes. Plus de patrons, plus de responsables. Plus rien pour nommer. Plus personne à qui s'adresser. Bah, c'est de la faute à personne, hein. Plus de lutte possible. Et on crève, paralysés dans le grand silence. Comme des moutons à l'abattoir. Tu dramatises un peu, là. C'est pas vrai, peut-être? Mais on a le droit de dramatiser. Parce que ce qui nous arrive, c'est dramatique. Stop! Anto a raison. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui œuvre, qui fait un ouvrage. Un salarié, c'est juste quelqu'un qui touche un salaire. Ben aujourd'hui, on est devenus des salariés comme les autres. Ah, tu n'es plus celle qui œuvre et qui est reconnue pour ça, hein. Tu es celle qui coûte. Et l'entreprise va fermer à cause de ça. Pas parce que la boîte a des difficultés, pas parce que l'atelier n'est plus rentable. Non, parce que les patrons ne savent plus ce qu'on y fabrique et qu'ils s'en foutent. Tout ce qui compte pour eux, c'est ce que leur coûte ton salaire. Ce qu'elle dit, Anto, c'est que le soutien-gorge, là, qui équivaut à un 6e d'un SMIC horaire, soit environ 2,7 € avec les charges, et vous avez raison, je calcule large, et qui est revendu en commerce 50 €. Et bien ils décident d'en augmenter encore la marge. Et puisque ton salaire est le seul coût sur lequel ils peuvent jouer, ils décident de rogner encore dessus. Ils veulent du fric, le maximum de fric, le plus vite possible. Et quand ils en ont pas assez qu'ils en voudraient, ils te disent que l'entreprise est en difficulté. En difficulté, tu parles, et que c'est de ta faute, hein, parce que tu coûtes tellement cher avec ton putain de salaire. Alors ils négocient des plans sociaux pour réduire le personnel. Des plans sociaux, ils appellent ça. Et toi, tu acceptes de voir partir tes 25 copines fichues à la porte. Et ensuite, ils te demandent de faire des efforts sur ton salaire. Et tu acceptes encore. Oh bah tu acceptes tout, hein, parce que tu te dis que c'est le seul moyen de sauver l'entreprise. Et ensuite, ils te disent que ça ne suffit toujours pas. Alors ils t'imposent encore plus de rentabilité, une cadence de dingue, tu dois faire ton boulot, celui des 25 absentes, tu dois aller de plus en plus vite, tu te stresses, tu te rends malade parce que tu n'y arrives pas, tu pleures tous les soirs en rentrant chez toi, mais forcément que tu n'y arrives pas. Parce que dès que tu y arrives, enfin, si tu y arrives, ils augmentent encore la cadence. Ah mais parce que ça veut dire que tu peux faire plus, hein, toujours plus. Et un jour, ils te disent que tu n'as pas assez bien fait, non, qu'ils n'y arrivent toujours pas à cause de toi, à cause de ton incapacité à faire la tâche pour laquelle tu es salarié. Et ils te fichent dehors. Et tu vois, c'est de ta faute. C'est de ta faute si tu es licencié. C'est de ta faute si tu ne peux plus payer de chaussures neuves à tes enfants cet hiver. Et c'est de ta faute si tu ne peux plus payer ton crédit ou ton loyer. Et puis même les banques te disent « Mais oui madame, vous êtes une incapable, vous êtes une irresponsable et vous devriez être contente de toucher les allocations chômage et le RSA. » Bah parce que tu ne fais rien, que tu te tournes les pouces chez toi, que tu vis au crochet de la société, parce que tu n'es pas capable de trouver du travail par ta faute.
Tu aurais dû faire des études plutôt que de rentrer à l'usine. Certaines filles, ça les a fait comme sortir d'elles-mêmes, cette histoire. Mais une petite timide devenait d'un coup une vraie enragée. La plupart, ça a révélé leur vrai visage. Et c'était pas toujours de jolies figures. Hein. Certaines, même de vraies salopes. Ah, excusez le mot, mais c'est celui qui convient. Elles étaient sûres de toucher la prime, alors elles plantaient tout le monde. Et tant pis pour celles qui restaient sur le carreau. Elles empochaient le fric et elles partaient, sans un regard en arrière. Hein. Ah, celles-là, quand je les recroise encore maintenant, je ne peux toujours pas les saluer. Je regarde de l'autre côté, comme si j'avais honte pour elles et que je ne voulais pas qu'elles voient cette honte que j'ai d'elles. Quand j'étais plus jeune, je me demandais souvent ce que j'aurais fait pendant la guerre. Ça m'obsédait. Est-ce que j'aurais été dans la résistance? Est-ce que j'aurais fait partie des planqués? Est-ce que j'aurais supporté la torture? Et plein d'autres questions dans le même genre. Alors là, bien sûr, on ne parlait pas d'une guerre, juste de la fermeture d'une usine. Mais quand même, c'était une sorte de guerre. Une drôle de petite guerre. Et personne ne peut comprendre ce qu'ils ont vécu, ceux qui ont fait la guerre. Ni les maris, ni les parents, ni les enfants. Seulement celles et ceux qui ont fait la guerre avec, seulement nous, les filles d'ici. Et toutes celles et tous ceux qui sont passés par là ailleurs. Et celles et ceux qui vivent ça en ce moment. Quand je voyais des luttes comme celle-ci à la télé, je ne pouvais pas imaginer. Ça paraissait dur, bien sûr, mais jamais j'aurais pu imaginer ça. Maintenant, quand j'apprends qu'une nouvelle usine est menacée de fermeture, tout me remonte d'un coup. J'ai envie de pleurer et de crier à la fois. De toute façon, on avait été prévenus. Hein. Le jour où on a été racheté par le fonds de pension étranger, on avait été prévu par le grand Manitou, en personne. On avait exigé de le voir. Maintenant qu'on en est de votre boîte, on veut voir notre nouveau chef, le grand patron étranger, le gros Manitou, le chef de tout. Finalement, on avait tellement insisté qu'il était venu. Une belle tête de poivreau, il avait, le grand Manitou. Il avait fait genre, je suis très pressée, oh là là, je viens, mais c'est exceptionnel, parce que je suis tellement pressée, occupée, oh là 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 là. Et il nous avait servi son laïus avec des airs de papa grondeur. Moi, les papas grondeurs, j'ai déjà donné, merci. Tout de suite, je me suis méfiée. 36% de production en France, c'est trop. Nous voulons descendre à 8% dans les 2 années à venir. Il va falloir faire des sacrifices, mesdames. Ah ouais, on avait été bien prévenus. Ça avait été planifié dès le rachat de la boîte. Et on en serait toutes de la charrette. Ils ont commencé par licencier l'ancien directeur général. Ils ont mis à sa place leur homme à tout faire, l'homme des basses œuvres. Raymond Le Truc. L'exécuteur, on l'appelait. Et ce brave Le Truc a viré le directeur financier, puis le directeur des ventes. Bon, il a viré les chefs de toute la boîte en France. Hein. Il est devenu le chef de tout ici, aux ordres du chef de tout international. Et il nous fichait une paix royale. C'est sûr qu'on était bien tranquilles les derniers mois. Ici, on n'avait même plus de chef d'atelier, on se débrouillait comme on pouvait, mais tout partait à volo. Ouais, ben en fait, tout était calculé. Mais ça, on l'a compris après. Et un jour, allez hop, il nous l'a sorti son plan social. Et puis, on les a attaqués, ils ont fait traîner. Mais finalement, le tribunal nous a donné raison et a annulé la procédure. Et c'est rare, une annulation de plan social. Oh bah le truc, on a fait une jaunisse. Hein. Les copines du siège nous ont raconté qu'il était resté enfermé 2 jours dans son bureau. Bon, après, il a convoqué les délégués. Il leur a dit qu'il allait faire appel. Et que si ça passait pas en appel, il referait un plan social immédiatement derrière. Et là, ça passera, croyez-moi, parce que les chiffres sont sacrément en baisse, une vraie catastrophe. Et là, vous pourrez vous asseoir sur vos primes, vos indemnités, tout ce que vous avez négocié. Terminez les cadeaux du gentil patron. Finito la comédie, on ne joue plus. Vous voulez la guerre? Vous l'aurez. Et là, vous repartirez avec le minimum légal et basta. On avait réussi à négocier une supralégale de 15 000 € brut, pareil pour tout le monde, plus 500 € d'indemnité par année d'ancienneté.
La supralégale, c'est ce que tu négocies en plus du minimum légal en cas de licenciement. C'est un peu comme la sécu ou la mutuelle, sauf que la sécu dans le textile... Ouais, la convention collective textile, habillement, cuir... C'est une des pires. Ouais, bah, on aurait été dans la chimie ou la métallurgie, on aurait été mieux traités, hein. Bon, les métiers de femmes, c'est plus bas en tout. Même en droit de licenciement. Donc il nous a dit, l'exécuteur, soit vous acceptez le plan social sans faire d'histoire, et vous aurez ce qui a été négocié, avec même un petit plus, un petit bonus, soit vous continuez à vous opposer à nous, et vous risquez de perdre beaucoup. À vous de voir. Alors fichu pour fichu, bah, on avait décidé d'accepter. Et au final, ils nous ont baisés jusqu'au trognon. Quoi? C'est pas la vérité peut-être? Ces salopards ont mis la société en faillite 6 jours exactement avant les licenciements. Et toutes les primes, tout ce qu'on avait négocié là, a envolé. Plus rien. On a été au prud'homme et de report en report, bah, on y est toujours. Tout le monde sait que la boîte faisait des bénéfices. Même les juges. Mais je suis pas sûre que ça y fasse quelque chose. Je ne suis pas sûre que de nos jours, les patrons en aient quelque chose à fiche des lois et des juges. Non. Je pense que de nos jours, le pognon, il est au-dessus des lois et des juges. Et ça, Josine se l'est jamais pardonné. Comme si on avait pu prévoir. Comme si on avait même pu imaginer qu'il fasse une saloperie pareille. Bon, bah, j'aurais dû me méfier davantage. J'aurais dû demander à faire bloquer l'argent des primes. Mais l'avocat me disait, oh mais vous inquiétez pas Josie, tout va bien, il y a largement assez d'argent dans les caisses de l'entreprise pour vous payer toutes. Faut pas être parano, tout va bien. Alors bah, j'avais pas insisté, je me disais c'est lui l'avocat, il connaît son affaire. En fait, on était devenus bien plus calés que n'importe quel avocat. Hein. Bah nous toutes, on aurait pu monter un cabinet. Avec toutes les fermetures et les licenciements qu'il y a en ce moment, on serait millionnaires à l'heure qu'il est. N'empêche les filles, j'aurais jamais pensé qu'on serait aussi fortes. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la fermeture de l'usine Le Jabi, qui secoue toute la région Rhône-Alpes. Le sous-préfet, M. Bernard Mourja, s'est rendu sur le site de production actuellement en grève pour s'adresser aux ouvrières. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial, place au direct. Oui, en effet, je me trouve actuellement au cœur de l'usine Le Jabi, entouré de toutes ces machines qui sont à l'arrêt depuis déjà 4 semaines. Les ouvrières se sont regroupées tôt dans l'après-midi, dans l'attente d'une nouvelle positive après des semaines de combat. L'atmosphère est très tendue ici ce soir, puisque le sous-préfet n'est toujours pas arrivé. Ah, attendez, je crois qu'il arrive, la foule s'écarte du portail. Oui, le voici dans sa Porsche Cayenne, c'est bien lui. Il descend de sa voiture. Il salue les journalistes. Ah, je crois qu'il est prêt et va s'adresser aux ouvrières. Je vous laisse l'écouter, vous aussi. La première chose que je voulais vous dire. Bon, je n'ai pas voulu venir ici avant d'avoir des choses précises et concrètes à vous communiquer. Voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu souvent. Ou plus exactement, jamais encore. J'ai choisi mon heure, le moment utile. Je ne me paye pas de vaines paroles. Paroles et paroles et paroles et... Aujourd'hui, j'apporte des éléments précis. Des éléments dont nous allons pouvoir discuter ensemble. Tous ensemble, et... Vous savez que je suis avec vous, que j'ai toujours été avec vous, mes chères petites mesdames. Vous avez beaucoup souffert, vous vous êtes inquiétés, mais je suis là maintenant, je suis venue. Regardez-les, ces petites dames vaillantes. Regardez-les, ces femmes exemplaires. Regardez comme elles sont belles. Vous êtes belles, vous êtes toutes belles. Toi, toi et toi. Et même toi.
C'est impressionnant, toutes ces machines, hein. Il faudra que vous me fassiez visiter à l'occasion. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faudra que vous m'expliquiez comment ça marche. Ah non, pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps, hein. Des avions, des rendez-vous, des dîners de gala où on s'ennuie terriblement. Ah, comme tout cela doit vous paraître lointain, à vous, attachés fidèlement et depuis toujours à votre région si belle. Aride, mais belle dans son aridité. Cette terre qui est la vôtre, la terre de vos ancêtres. Bon, allez-y, messieurs les journalistes, allez-y pour les photos, qu'on n'en parle plus. Vous faites votre travail, c'est bien. Moi, je vais rassembler ces belles petites dames courageuses autour de moi. Approchez, n'ayez pas peur. Oh, regardez comme elle est timide, celle-là. Comment vous appelez-vous? Josie. Quel joli prénom. Le diminutif de Josette? Josiane. Ah non, Josie, tout court. Comme c'est original. Comme quoi, messieurs, il n'y a pas que dans la capitale qu'on ose, hein. On a des préconçus sur la province et ses régions reculées. Bon, allez, photo, caméra, on y va. Bien, merci. Passons aux choses sérieuses, hein. La politique, ça n'est pas que du showbiz. Quoique... Oh, je plaisante. Oh, la tête qu'elle fait. Voyons, Josie, vous me connaissez. Je suis un peu farceur. Mais l'humour ne m'empêche pas de prendre les choses à cœur. Et ce qui nous occupe ici est grave. Et croyez bien que je le partage avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec toi, Josie. Tu permets que je te tutoie? Ce que j'apporte aujourd'hui, ce sont des perspectives. De vraies perspectives, hein. J'y travaille depuis quelques semaines. Depuis ce jour fatal au tribunal de commerce. Et vous savez ce que j'en pense de cette décision inique, lamentable, si peu à l'honneur de notre pays, mais je me tais. Non, je me tais, sinon on va encore dire que j'essaye d'empêcher la justice de suivre son cours, que la justice et moi, gna gna gna. Oh, Josie, c'est un drôle de métier que nous faisons là tous les deux, hein. Toi, assise derrière ta machine, et moi, là, devant toi. Et finalement, on peut se demander qui de nous deux est le plus chanceux. Ah, bien sûr, aujourd'hui, ta situation est difficile, mais moi aussi, dans quelques semaines, moi aussi, hop, au chômage, plus rien. Ah, alors, d'aucuns diront, les mauvais petits esprits mesquins, que ma présence ici n'est que pur intérêt électoraliste, que 700 000 licenciements sur 5 ans, ça n'est pas rien, et que je me suis moins bougé le cul pour Florange, ArcelorMittal, Grandrange, Airbus, Alcatel, Continental à Clairoy, Michelin à Toul, Molex à Villemur, Alstom, Danone, mais je préfère ne pas prêter attention à ces vilainies. Ils ne sont jamais contents. Mais vous le voyez, je suis venu ici, à vos côtés, et seuls les actes comptent. Mon devoir, c'est d'abord de penser aux ouvriers et aux ouvrières. Hein? Alors, ma seule obsession en ce moment, mes chères petites mesdames, c'est que vous gardiez un outil de travail, que chacune d'entre vous conserve salaire et emploi. Bref, en un mot commençant, il faut trouver un repreneur. Et il faut s'en donner les moyens, hein? Attirer le chaland, comme on dit. Et je sais que je peux compter sur vous pour cela, mes chères petites mesdames, hein? Je sais que vous saurez vous montrer raisonnable et charmante, comme vous l'êtes au fond, hein? Ne pas trop discutailler, ergoter, car vous savez que de toute façon, nous n'avons guère le choix. C'est soit accepter les conditions, soit le chômage, puis le RSA, la lente et définitive glissade vers la précarité,
la misère, l'avenir de vos enfants condamnés, et au bout de cette chute inexorable, une mort sans gloire sur cette terre aride et sans tendresse. Alors, il va falloir y aller, hein? Est-ce que je peux compter sur vous? Hein? Est-ce que vous êtes avec moi comme je suis avec vous? Est-ce que vous m'avez bien toutes compris? Que celles qui n'ont pas compris lèvent la main? Oh, je plaisante, vous n'êtes pas des enfants. Une femme n'est pas un enfant. Je suis entrée en politique pour agir. Ces petites dames m'ont appelé au secours. Hein. Au secours, monsieur la politique! Je suis venue, j'ai vu, j'ai trouvé la solution. Mes chères petites mesdames, nous vous sauverons! Vous avez tout? Ok, on s'arrache. Il était là, assis dans le canapé. Il avait un drôle d'air, tout pâle et chiffonné. Ça va? J'ai pas mis la table ce soir. Bah ça fait rien, je vais le faire. Ouais, il est 23h. Ouais, je sais. Les enfants ont déjà mangé. Bah, je vais mettre la table pour nous deux alors. Je suis allée dans la cuisine pour nous préparer quelque chose à manger. Au bout d'un moment, je lui ai demandé:
Tu as fait la vaisselle? Non. Y a rien dans le lave-vaisselle. Il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'ils ont mangé les enfants ce soir? Du jambon et des petits pois. Bah dans quoi t'as fait chauffer les petits pois? J'ai pas fait chauffer, ils ont mangé les petits pois, même la boîte, et puis le jambon dans le plastique. Et tu as bu? Moi je bois jamais la semaine. Pourquoi t'as fait ça? Ils auraient pu se couper contre les bords de la boîte, c'est dangereux. Il n'a rien répondu. Je vais les voir. Bah ils dorment. Je vais les voir. Je suis allée dans la chambre des garçons. Ils dormaient. Ils n'avaient pas été lavés. Pas même mis en pyjama. Ils étaient encore avec leurs habits tout sales de la journée. Je leur ai enlevé leurs pantalons et leurs chaussettes le plus doucement possible pour ne pas les réveiller. J'ai essuyé leur visage le plus doucement possible avec un gant mouillé tiède. J'allais très lentement pour ne pas les réveiller, mais aussi pour tenter de calmer la colère qui me montait. Je me disais, va, très très lentement, va, ne t'énerve pas, respire. J'ai embrassé les enfants, et puis je suis redescendue. Il n'avait pas bougé, il était toujours à la même place. J'essayais de réfléchir le plus calmement possible à ce que je pourrais lui dire. J'essayais de respirer le plus calmement possible pour ne pas que la colère fasse trembler ma voix, pour ne pas faire tout exploser, là. Je me disais que j'avais besoin d'encore un peu de temps, encore un peu d'énergie. Puis là, mon téléphone a sonné. J'ai regardé le numéro qui s'affichait, c'était Solène. Elle allait pas fort. Elle avait pleuré ce jour-là. Puis là, le soir, toute seule chez elle, avec son fils qui profitait de la période pour dérailler, j'ai décroché. Je ne te dérange pas? Elle avait une voix très basse au téléphone. Ça lui donnait un ton très grave que je ne m'y connaissais pas. C'est toi, Solène? Oui, c'est moi. Je ne te dérange pas? Dis-moi. C'est Jonas. Il n'est pas rentré. Je ne sais pas quoi faire. Tu veux que je vienne? J'ai entendu un bruit derrière moi, mais j'ai pensé sur le coup. C'est rien. T'es fatiguée, les nerfs si tendus que le moindre bruit y joue, des couplets. Je peux venir si tu veux, Solène. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Il ne doit pas être loin. Il doit faire l'idiot avec ses copains dehors. Il va rentrer. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Elle parlait en boucle. J'avais l'impression qu'elle allait jamais s'arrêter. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais venir, Solène. Je viens. J'ai entendu encore ce drôle de bruit derrière moi. Je me suis retournée. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pourquoi il n'est pas rentré? Je sais pas. Il n'a jamais fait ça. Je sais pas. Il avait glissé. J'essaie de réfléchir. Je sais pas pourquoi il n'est pas rentré. Comme un pantin dont les jambes auraient lâché. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas. Il glissait lentement au sol. J'arrive plus à réfléchir. Si lentement qu'on le voyait à peine bouger. Je sais pas quoi faire. Et il gémissait. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas. J'ai raccroché en disant non, Solène, je viens. Laisse-moi 2 minutes, je pars dans 2 minutes. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais tellement plus quoi faire. Je l'ai encore entendu répéter à l'autre bout du fil. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais Et j'ai raccroché. J'y arrive pas sans toi. C'est juste pour quelques semaines. Il faut qu'on tienne, juste quelques semaines. Ah bah tu disais déjà ça il y a 15 jours. Il faut qu'on tienne. C'est tout. Il n'y a pas le choix. On a toujours le choix. Regarde Francine et les autres. Ouais, bah, les autres, c'est pas moi. Ouais bah, j'ai pas épousé une révolutionnaire. Mais tu as épousé celle que je suis? Bah les garçons manquent leur mère. Ils ont besoin de toi. Bah ils ont leur père aussi. Ah, c'est pas mon job. Mais c'est pas un job! Ouais bah entre l'entrepôt et les enfants, j'y arrive pas. Mais tu crois que je m'en suis sortie, moi, toutes ces années? Bon, faut que j'y aille. Tu vas où? Chez Solène, ça va pas chez elle. Ah, parce que tu crois que ça va mieux chez toi. Mais elle est toute seule. Bah c'est ce qui risque de t'arriver si ça continue. En tout cas, si tu pars, ce sera une belle connerie. Mais fais comme tu veux. Moi, j'y vais. À peine j'avais raccroché que j'ai entendu la porte d'entrée. C'était Jonas. Où tu étais? Il est passé devant moi, sans même me jeter un coup d'œil. Il sentait la bière et la cigarette, et aussi une odeur sucrée que je reconnaissais d'il y a longtemps.
Je t'ai posé une question, tu réponds où tu étais. Fiche-moi la paix, il a grogné. Je sentais tout mon corps trembler. C'était comme une drôle de sensation. Comme si mon corps et moi, on était séparés. Comme si j'étais dédoublée. Jonas! Jonas! Il s'est arrêté. Et pour la première fois, il m'a regardée. Mais qu'est-ce que t'as? Tu es malade? Je ne savais pas trop si c'était une question ou autre chose. J'ai préféré me dire que c'était une question. Je suis fatiguée. Et il m'a dit, t'as la figure toute mouillée. Et c'est là que j'ai senti de l'eau sur mon visage. Ce n'était pas de la sueur, hein. C'était de l'eau qui coulait littéralement de mon front, sur mes joues, le long de mon cou, me goûter du menton, me piquer les yeux. Et en même temps, j'ai senti comme une douche glacée qui m'inondait le dos. Je me suis assise là, par terre, devant mon fils. Rien n'aurait pu me faire rester debout. Et j'ai vu sa tête de petit garçon apeuré soudain. Puis j'ai regardé mes bras, puis mes mains. De l'eau coulait en rigole sur ma peau. Ça formait des gouttes au bout de mes doigts. Des gouttes qui finissaient par tomber. Ploc, ploc, une à une sur le parquet ciré. J'ai eu la force de dire « Anto va arriver, ça va aller, ne bouge pas, ne t'inquiète pas. » Et j'ai glissé dans le trou noir. Certaines d'entre nous ne veulent plus en parler, ni même se revoir. Elles ont tiré un trait, comme si ça n'avait jamais existé. Comme si pour elles, c'était leur seule façon de continuer. Surtout celles qui s'en sont sorties. Celles qui ont été reprises, je ne juge pas. Chacune sa manière de s'arranger avec tout ça. Moi, j'avais besoin de revoir les filles. J'avais l'impression que si on ne le faisait pas, on allait complètement disparaître. C'était idiot, hein, parce que de toute façon, on avait disparu. Enfin, je veux dire, par rapport à notre vie d'avant, et toutes ces années passées ici, ensemble. Alors j'ai proposé de nous retrouver tous les mois pour déjeuner. On fait ça dans la salle de la mairie. Le maire veut bien nous prêter la salle. Et nous, on préfère. Aucune de nous n'aurait voulu faire ça chez elle. Ah non, par peur du dérangement, hein. Mais parce que ça ne regarde pas nos maisons ou nos familles. Ça ne regarde que nous. Au début, Josie, elle voulait pas venir. Ça a été dur pour elle. Et pourtant, il n'y en a pas eu beaucoup comme elle pour monter au front. On était à peine une poignée. Quelques locomotives. Et on savait que si on lâchait, toutes les filles lâcheraient aussi. C'est ce qui nous a aidés à tenir. L'envie de nous battre. Pour elles. Pour nous aussi. Pour ne pas que toutes ces années de nos vies soient balayées comme ça d'un coup de torchon. Avec Josie, on arrive toujours en premier. Josie apporte la vaisselle. Elle n'aime pas trop faire la cuisine, alors elle s'occupe de l'intendance. Elle apporte une pizza qu'elle fait réchauffer dans le micro-ondes de la cuisine de la salle des fêtes. Ça fait la pâte toute molle et humide. Ou alors sèche comme du carton. Bah ça dépend des marques. Hein. Ensuite, Géraldine arrive. Elle vient toujours avec une énorme salade. Mais ce sont souvent des salades de pâtes avec de la mayonnaise ou des salades de pommes de terre avec des lardons. Elle dit que c'est pour son régime, mais bon. Et c'est top de pas maigrir. Avec toutes les salades que je m'avale pourtant. Avec Josie, on ne dit rien, on se regarde du coin de l'œil. On l'aime bien, Géraldine. C'est une fille bien. Derrière son côté camion volé, ses jupes à la culotte et ses talons dorés. Elle se débrouille toute seule, avec ses 3 enfants. Les pères se sont envolés les uns après les autres. Et ça fait belle lurette qu'elle a arrêté de leur courir après pour les pensions. Hein. Le problème, c'est que c'est un cœur d'artichaut, Géraldine. Dès qu'elle tombe amoureuse, faut qu'elle fasse un môme, alors... Heureusement que ça marche pas à tous les coups. Sinon, j'aurais une équipe de foot miniature. Les hommes s'installent chez elle, se carrent dans son canapé, devant la télé, les jeux vidéo, et ils lui boivent sa paye. Il la fume aussi. Elle a le chic pour dégoter toujours le même genre de type. Mais il ne reste jamais très longtemps. 2 ans. C'est mon maximum. Plus, je peux pas. C'est chimique, il paraît. Juste le temps de faire un bébé. C'est la nature qui veut ça.
Et chez moi, la nature, elle fonctionne à plein régime. Je comprends pas pourquoi je grossis avec toutes les salades que je m'avale. Tu devrais peut-être arrêter la vinaigrette. Hein. C'est pas la vinaigrette. C'est toutes les saloperies que lui a prescrites le médecin. Petite pilule de bonheur artificiel pour quand il n'y arrive plus. Anto, À moi aussi, on me les avait prescrites. elle a reçu sa lettre de licenciement le 8 mars pour la journée de la femme. On en a ri un peu. Au début, j'étais incapable de rester toute seule. J'accompagnais mon mari à ses livraisons. Je restais assise dans son camion toute la journée. Je ne me reconnaissais plus. Je n'avais plus goût à rien. Je me mettais à pleurer sans raison. Mais ça va mieux, hein. Maintenant, je m'occupe du jardin. Tu parles d'un jardin? Elle a fait un potager, on dirait une entreprise de maraîchers. Mais c'est ce que je dis toujours. Nous, les filles à la campagne, on a au moins ça. Mais celles qui vivent en ville, t'imagines? Va faire pousser des salades dans une baignoire, toi. Alors moi, la campagne, j'en viens et j'y retournerai, mais alors pour rien au monde. De toute façon, même si je voulais, je pourrais plus. Josie, elle fait partie de celles qui ont été reprises. Tout le monde me disait que j'avais sacrément de chance. Formation, reconversion. Mais moi, j'arrivais pas à être contente. Je me disais, c'est bien à toi de faire la difficile, tiens. Puis un matin, au réveil, la machine s'est arrêtée, bloquée net. Les genoux, le bassin, les coudes, le dos. Je pouvais plus bouger. C'est le corps tout entier qui avait lâché. Bon, on mange? Moi, je reprends à 14h. Géraldine, c'est la seule de nous trois à travailler encore. Quelques anciennes de l'atelier lui ont proposé de se joindre à elle. Ils ont décidé de monter une scope. Au début, ça me disait trop rien. Au fond, j'ai jamais vraiment aimé les machines. Alors, j'ai dit aux filles que j'acceptais uniquement si on ouvrait aussi un magasin. Bon, ici, c'est pas une boutique de luxe, t'imagines. Mais ça marche bien. J'ai même fait une formation internet pour la vente à distance. Solène aurait été fière de moi. Quand je suis arrivée chez Solène ce soir-là, je l'ai trouvée par terre, inconsciente. Son gamin en pleurs à côté d'elle. Elle est restée plusieurs jours à l'hôpital. Les médecins nous ont dit qu'elle avait besoin de se reposer. Et surtout, d'éviter tout stress. Ça nous a toutes fait rire, hein, elle en premier. J'avais pris son gamin chez moi pendant qu'elle était à l'hôpital. Je pensais qu'elle serait venue le récupérer à sa sortie, mais elle m'a demandé de le garder encore un peu. Ça m'a étonnée, mais ça me dérangeait pas. Au fond, je m'en occupais pas vraiment. Je passais mes journées à l'usine, je rentrais souvent très tard. C'était à l'époque de l'occupation de l'usine. Une drôle de période. Un soir, je suis rentrée et j'ai pas trouvé Jonas. Les enfants m'ont dit qu'elle était passée le chercher, alors je t'ai appelée. Mais on est allé sonner chez elle, mais personne n'a répondu. Elle avait laissé une lettre dans une enveloppe sur la porte. Elle n'est jamais revenue. Elle n'a jamais réclamé ses indemnités. Des gens ont imaginé des tas de choses, parfois terribles. Les gens aiment bien imaginer des choses. Nous, entre nous, on se donne de ces nouvelles. Tous les mois, pour notre repas à la salle des fêtes, on s'en donne. Ce sont toujours de bonnes nouvelles. Comme quoi, ils vont bien tous les deux, que Solène a réussi ses examens, qu'elle fait un métier passionnant, qu'elle gagne beaucoup d'argent, que Jonas s'est fait des nouveaux copains, qu'il est premier de sa classe. On est tellement contente pour elle. Ouais, ça fait du bien, ces nouvelles d'elle. Oui, ça fait du bien.